Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, c'est le jour de Musique Culte, saison 3, par Patrick Duché, Electric Miles Davis Story. Pour ces 10 minutes chroniques, Catherine Desormières évoque toujours le roman de Los Angeles, 5e épisode, La ville du crime. Quant au lieu-dit, Dany Drogou, elle s'entretient avec Louise Gano, illustratrice d'un univers joyeux, optimiste, engagé et rempli de couleurs. Musique Culte saison 3, c'est la Electric Miles Davis Story en 12 parties. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 8, Get Up With It. Après Big Fun, cet album est la seconde compilation publiée après la retraite forcée de Miles. Il s'agit de morceaux inédits enregistrés en studio entre 1970 et 1974 et dont le seul but est de faire patienter le public avant le prochain album studio qui ne viendra pas avant 1981. À défaut d'être d'une grande qualité musicale, les 8 titres de l'album constituent un condensé passionnant de la période électrique de Miles. On retrouve ainsi l'ambiance minimaliste de On the Corner avec des titres comme Rated X et Billy Preston, où Miles touche à peine sa trompette, mais aussi la période plus échevelée de Bitches Brew avec Honky Tonk, dont on a entendu un extrait en introduction, sans oublier He Loved Him Madly, daté de 1974, 30 minutes d'un hommage poignant de Miles à Duke Ellington, décédé d'un cancer du poumon le 24 mai 1974. Dans la biographie que lui consacre Ian Carr, Miles déclare « J'aimais et je respectais Duke, il était l'une de mes idoles. Il m'avait écrit une lettre avant son décès pour me dire au revoir. » À cette époque, la santé de Miles continue de se détériorer. Il souffrait d'insomnie depuis plusieurs années. À la fin de 1974, il consommait vodka et cocaïne pour supporter les douleurs infligées à son corps, ce qui le rendait d'autant plus irritable. Dans le Melody Maker daté du 7 septembre 1974, juste avant la sortie de Get Up With It donc, il est interviewé par John Runcie et se lâche complètement contre son producteur Théo Macero, pourtant à l'origine du son créé en studio. Il dit « Cette musique n'est en aucun cas sa création. Elle existait déjà, il n'a rien fichu. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Cette musique était déjà là, je vous dis. Quand on enregistre, c'est là où la musique naît. Je dis au type dans la salle de contrôle quoi en faire, augmenter les basses, faire ceci ou cela. Macero n'a rien à voir là-dedans, et la seule raison pour laquelle je me sers d'un producteur, c'est qu'il peut parler à des blancs, parce que les blancs n'écoutent pas les blacks, c'est la seule putain de raison. » Pour ne rien arranger, l'accueil critique est plutôt mitigé. Ainsi, Robert Christgau du Village Voice,
qui n'aimait déjà pas les extravagances électriques de Miles, écrit « Get Up With It est écoutable parce qu'il contient 2 heures de ce qui ressemble à du pur bullshit. Ce n'est pas exactement de la musique pour remplir l'esprit, seulement pour faire du bruit dans la pièce où vous vous trouvez. » Bien des années plus tard, Andy Beta, dans le blog musical Pitchfork, décrit Get Up With It ainsi. C'est un mélange de funk noir dont chaque morceau s'aventure dans des extrêmes parce que Miles avait déjà imaginé le futur. L'ambient, le no wave, la world beat, le jungle, le new jack et le post-rock. Rien que ça. L'intérêt principal de Get Up With It est la richesse extraordinaire des musiciens qui accompagnent le trompettiste. Citons John McLaughlin à la guitare électrique, Keith Jarrett au piano électrique, Herbie Hancock au clavier, Dave Liebman à la flûte, pour ne citer que les plus connus. Les années 74-75 seront très dures pour Miles. Certes, les compilations lui permettent de rester dans les oreilles du public, mais il ne lui reste plus que les concerts pour gagner de l'argent. Quoi qu'il en soit, Get Up With It est l'un des derniers témoignages de l'inventivité davisienne en studio. Il savait faire du silence et de l'absence de notes un moment musical à part entière. Un mot sur la pochette de l'album. La photo est l'œuvre de l'italien Giuseppe Pino. Ce dernier s'est installé à New York en 1973 et se consacre essentiellement aux portraits de jazzmen jusqu'au milieu des années 80, avant de s'intéresser à la publicité. On lui doit ainsi plusieurs photos de Miles, plusieurs portraits, notamment la couverture de la compilation Directions en 81. Et la photo de Get Up With It, prise en 71, semble quant à elle être le contrepoint ou peut-être le miroir de celle prise par Lee Friedlander pour In a Silent Way. À savoir qu'on voit le visage de Miles en gros plan, de face, ses yeux étant masqués par de gigantesques lunettes. Même intensité, même défiance face à l'objectif. Dans le Melody Maker, Davis dit « Pour le public, ma musique est à prendre ou à laisser. J'en ai assez du reste, je vais me casser. Je ne resterai pas sans faire de musique, mais j'ai plus envie d'apparaître, de me montrer. Mes jambes me font mal, ma santé se détériore. Je n'ai plus envie de tout ce cirque. Oui, j'ai un groupe et je rejouerai avec lui quand je l'aurai décidé. »
Dans l'épisode 9, il sera question des sessions au Cellar Door. D'ici là, bonjour chez vous. « 10 minutes chronique ». Aujourd'hui, 5e épisode du roman de Los Angeles. Los Angeles, ville du crime, en 3 séquences. La stupeur, l'horreur, la fascination. On l'a compris, L.A., ce n'est pas uniquement le glamour d'Hollywood, l'argent facile, les espoirs perdus, le vague à l'âme et de magnifiques couchers de soleil sur les collines. C'est aussi le cadre d'événements, dirait-on de faits divers à dimension mondiale, qui bien au-delà de la Californie ont une résonance à la mesure de la tristesse, de l'atrocité et de la stupéfaction qu'ils provoquent. Ce n'est pas seulement dans les romans policiers que le meurtre fleurit à L.A., les polars de Raymond Chandler, Michael Connelly, James Ellroy, pour ne citer que ceux-là, en racontent la violence et l'atmosphère délétère. Ils ne sont finalement que le reflet de la réalité. La fiction s'y nourrit d'un quotidien la plupart du temps souterrain, mais bien présent, celui du meurtre. La presse à sensation, si complet. Et combien de documentaires d'ouvrages sont parus et paraîtront encore, dans lesquels ces faits sont repris d'année en année. Parfois parce que le choc de la disparition brutale d'une personnalité ne s'affaiblit pas, ou parce qu'un mystère l'accompagne. C'est le 5 août 1962 que le corps de Marilyn Monroe est retrouvé par sa gouvernante dans sa maison de Brentwood. À 4h25, la police arrive sur les lieux. La thèse du suicide par overdose est privilégiée. Aujourd'hui encore, 60 ans après les faits, différentes théories du complot paraissent régulièrement. Dans les premières heures du 9 août 1969, la police découvre une abominable scène de crime dans une villa du quartier de Beverly Hills. L'actrice Sharon Tate Polanski et 4 de ses amis ont été sauvagement assassinés. C'est au mois d'octobre 1969 qu'une jeune détenue suspectée d'un meurtre commis le 25 juillet se vante auprès de sa voisine de cellule d'être responsable de l'assassinat de Sharon Tate. Bientôt, le monde découvre Charles Manson, chef d'un groupe de tueurs et de tueuses qu'il appelle la famille. Joan Didion écrit alors dans son livre The White Album, paru en 1979, « Il y avait des rumeurs, il y avait des histoires. Tout était indicible, mais rien n'était inimaginable. La tentation mystique de l'idée de péché, cette impression qu'il était possible d'aller trop loin, et que beaucoup de gens le faisaient, était très présente parmi nous en 1968 et 1969. Une tension en vortex, démente et séduisante, montait au sein de la communauté. La nervosité s'installait. Je me rappelle une époque où les chiens aboyaient tous les soirs et où la lune était toujours pleine. Le 9 août 1969, j'étais assise dans le petit bassin de la piscine de ma belle-sœur, à Beverly Hills, quand elle reçut un coup de téléphone d'un ami qui venait d'apprendre les meurtres commis dans la maison de Sharon Tate Polanski sur Cielo Drive. Le téléphone sonna de nombreuses fois durant l'heure qui suivit. Ses premiers comptes rendus étaient confus et contradictoires. Quelqu'un parlait de cagoule, un autre parlait de chaîne. Il y avait 20 morts, non, 12, 10, 18. On imaginait des messes noires, et on mettait ça sur le compte de mauvais tripes. Je me souviens parfaitement de toutes les informations erronées de cette journée, et je me souviens aussi de ceci, que j'aurais préféré oublier. Je me souviens que personne n'était surpris. Dans la nuit du 4 au 5 juin 1968, le sénateur de l'État de New York, Robert Kennedy,
vient de remporter les primaires de Californie. Alors qu'il célèbre sa victoire devant ses électeurs exaltés, dans la salle de bal de l'Ambassador Hotel de Los Angeles, après son discours, il quitte la salle pour se rendre dans les cuisines et y saluer d'autres soutiens. Il s'engage dans un couloir entouré par la foule lorsque quelques instants après minuit, il est abattu par un dénommé Sheeran. On a tiré sur Bobby. James Ellroy reconstituera, selon sa propre thèse, la préparation de l'assassinat dans The Cold 6000. Demain soir, à l'hôtel Ambassador, le gala pour fêter le succès de Bobby aux primaires. Bobby allait crier victoire. Bobby sera épuisé, Bobby sera cuit. La cuisine est la meilleure façon de sortir de là, c'est direct et c'est facile. Une chance incroyable. Sheeran sera là. Sheeran sera fin prêt. Remonté à bloc, et bien décidé à ne pas lâcher le morceau. Fred connaissait la cuisine. Fred l'avait visitée. Fred avait interrogé des flics appelés en renfort. Les 10 flics avaient promis. Espace restreint, garde armée, sécurité rapprochée, ce qui signifiait embrasement potentiel, confusion potentielle, ce qui signifiait folie potentielle, le drame qu'imaginait Fred, la scène de démence que prédisait Fred. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you is the nature of my game. Rien ne peut arrêter la fascination que le monde éprouve pour les événements sanglants, confondus avec la fiction, comme on regarde un thriller sur un écran. Et plus le scandale est inouï, plus il attire. Le 17 juin 1994, l'Amérique tout entière assiste en direct à une course-poursuite policière. L'athlète O.J. Simpson, accusé des meurtres de son ex-femme Nicole Brown et de Ronald Goldman, s'enfuit au volant d'une camionnette Ford Bronco blanche. Le 12 juin, les corps de son ex-femme et de son ami avaient été retrouvés poignardés dans l'allée d'une maison de Los Angeles. O.J. Simpson, légende vivante du football américain, a été immédiatement considéré comme le principal accusé. Au moment de se rendre, il a faussé compagnie aux avocats qui l'accompagnaient. Depuis, les caméras de la police le traquent, alors qu'il file sur une autoroute californienne. C'est ainsi qu'un vendredi soir, les Américains suivent le programme à la télévision, comme s'il s'agissait d'un épisode de série, mais en mieux, en beaucoup plus sensationnel. Ce qui captivait complètement Gus à la télévision dans sa suite du Mirage Hotel, c'était une course-poursuite sur une autoroute qui se déroulait à Los Angeles en ce moment même. A.C. Cowlings conduisait vers le Mexique son ami O.J. Simpson.
cette ancienne star du football, maintenant recherchée par la police de Los Angeles pour le double assassinat de son ex-épouse et de son ami, après que Simpson ait refusé de se rendre aux autorités selon l'accord négocié par son avocat Robert Shapiro. Ensorcelé, Gus avait glissé de sa chaise vers le plancher et avançait à genoux pour être au plus près de l'écran. Sa bouche s'était ouverte sous le choc de ce qu'il observait. Un homme, dans une Ford Bronco blanche, avec un pistolet sur la tête, recherché pour 2 meurtres. Des gens sur le côté de l'autoroute tenant des pancartes qui disaient « Go Juice, go !» acclamant le fugitif. « Vas-y June, je dois voir ça. Dis-leur que je descends bientôt, dit Gus sans quitter l'écran des yeux. Je veux voir Al Collins conduire la Bronco blanche jusqu'au portail de la maison de Rockingham et en laisser sortir Ogie. »« Le journal en parlera ce soir, dit June. »« Je veux voir ça en direct, dit-il. Je veux voir ça pendant que ça se produit. Ça me fait le même effet que lorsque j'ai vu Jack Ruby tirer sur Lee Harvey Oswald en direct devant les caméras après l'assassinat de Jack Kennedy. » Extrait de Another City, Not My Own de Dominique Dune, traduit par Émilie Noteris. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode du roman de Los Angeles. À bientôt. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Louise Gano, illustratrice. Votre parcours? Alors mon parcours, donc j'ai toujours voulu en fait dessiner et lorsque je suis arrivée du coup à la fin du collège, je me suis inscrite j'ai passé un concours pour rentrer dans un lycée professionnel qui préparait au bac pro communication graphique à Lisieux. Et donc j'ai fait 4 ans d'internat là-bas et j'ai obtenu mon bac professionnel communication graphique. Donc j'étais formée en fait au métier du graphisme, je pouvais être graphiste. Et à la suite de ça, en fait, je pouvais continuer en BTS dans le graphisme, mais j'ai voulu m'orienter vers une école d'art pour toujours poursuivre en fait cette envie de faire de l'illustration. Donc j'ai passé plusieurs concours pour des écoles d'art et j'ai été prise au Havre. Donc j'ai fait les Arts d'Art du Havre et j'ai obtenu ma licence, mon DNAP en 2016. Et voilà. Et suite à ça, du coup, j'ai fait un service civique après mon DNAP et je me suis mise à mon compte en tant qu'illustratrice officiellement en 2018. Dans quelle branche vous avez fait votre service civique ? Oui, j'ai fait mon service civique dans le secteur culturel, en fait, pour une association, l'association Buzz Production, où en fait je devais prendre part à des rencontres avec les artistes et distribuer des enveloppes avec plein de goodies, d'objets culturels, des sorties en fait pour les canets. Voilà. Et après du coup, je suis revenue au Havre et je me suis mise à mon compte. Donc ça fait depuis 2018. Et vos activités maintenant ? Alors en fait, mon métier d'illustratrice me permet d'intervenir dans plusieurs domaines. En fait, je peux être appelée par exemple à faire des faire-part de mariage, des faire-part de naissance. Des objets illustrés pour les particuliers. Je peux faire des ateliers avec les enfants, des ateliers adultes. J'en ai déjà fait un, du coup, qui a donné lieu à une fresque peinte pour la Croix-Rouge de Lillebonne.
Et autrement, je fais des illustrations pour la presse et pour l'édition. Voilà, du coup, soit en fait les gens me proposent des projets, ou soit c'est moi qui vais vers eux en leur proposant des idées, en leur soumettant mon portfolio. Vous avez aussi une peinture murale qu'on peut encore voir dans le quartier des Docks. Oui, c'est ça. En fait, l'an dernier, via l'association Les Amarres, en fait, j'ai peint une peinture dans la rue Fleurus. Voilà. Après, le thème était libre. Ça a égayé un transformateur. Donc voilà, j'ai adoré cette expérience-là. C'était ma première peinture extérieure, en fait. Et des projets? Alors actuellement, je suis en train de travailler sur l'illustration d'un livre pour enfants, du coup, qui sera adressé aux 3-6 ans. Et voilà, enfin, du coup, ça me prend pas mal de temps, donc c'est enthousiasmant. Et sinon, à la rentrée, je vais probablement faire des ateliers dans un collège à Fécamp. Et je vais avoir de la peinture à faire de façon performative sur de la musique pour les journées d'intégration des étudiants au Quai Frissard, en fait. D'accord. Voilà. Sinon, un rêve? Mon rêve, ça serait du coup d'écrire et d'illustrer un livre pour enfants, de A à Z. Et voilà, et bah là, du coup, je suis contente de travailler sur le livre enfant, parce que je sais que mes neveux et ma nièce pourront le lire, et du coup, ça me rend heureuse. Et comment vous procédez quand vous avez une commande comme ça, quand on vous demande des illustrations, vous lisez le pitch ou... Alors quand c'est des commandes pour les particuliers, par exemple souvent on me demande des portraits de couple ou des portraits de famille. Là en fait je demande aux gens qui m'envoient des photos d'eux, et à partir des photos je commence mon crayonné papier que je scanne ensuite sur mon ordi, et en fait je travaille l'illustration à la tablette graphique, donc numériquement. Et après, lorsque c'est des projets professionnels, en fait, je procède de la même manière. Après, par exemple, si on me demande d'illustrer un sujet pour un magazine, forcément, je vais faire des recherches en lien avec le sujet. Enfin, en fait, en général, j'ai le texte sur lequel je peux m'appuyer. Et après, avoir une idée des images que je vais créer. Après, le reste, il y a souvent des allers-retours, en fait, avec la personne qui me fait la commande de l'illustration. En fait... je vais lui envoyer un premier jet, les crayonnés, elle va valider. Ensuite, je vais lui envoyer les couleurs que je mettrai, elle va me dire si ça lui plaît, et voilà. Oui, où est-ce qu'on peut voir vos œuvres, enfin votre travail? Du coup, actuellement, j'expose dans la boutique de créateurs-créatrices Oscar et Auguste, rue Louis-Philippe, dans le quartier Saint-Vincent. Alors j'expose jusqu'à septembre, donc voilà. Et autrement sur mon site, en fait, sur mon site internet et sur Instagram et sur Facebook, parce que j'ai une page pro, vous pouvez voir vous pouvez voir mon travail. De toute façon, tout y est mis, donc il est bien complet. Voilà. Votre place dans la culture? Alors du coup, pour moi, en fait, l'illustration, c'est vraiment ma passion, mais je vois mon métier plus comme un métier, en fait, de transmission, ou transmettre des idées. Je transmets des idées par le biais du dessin. Donc voilà, tous les jours, je me lève avec l'envie de dessiner, de créer des choses, parce que j'adore aussi fabriquer des choses. Mais c'est comme ça que je vois la culture dans mon travail, en tout cas. Et sinon, pour moi, la culture, en général, pour moi, ça rend la vie moins triste, plus pétillante. C'est quelque chose d'indispensable, en fait. Avez-vous autre chose à ajouter? Non, merci de m'avoir interviewée, et puis... Je vous en prie, c'est un plaisir. Mais alors, vos adresses, où est-ce qu'on peut vous joindre? Alors, vous pouvez me joindre via le formulaire de contact sur mon site internet. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail
Si vous avez une demande ou une question, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse mail suivante, donc louisegano@gmail.com. Et votre adresse Instagram, c'est... Du coup, en fait, vous tapez Louise Gano dans la barre de recherche Instagram et vous tomberez sur mon profil, sur mon travail. Et un Facebook? Oui, du coup, j'ai une page pro Louise Gano. Je crois que c'est Louise Gano Illustration. Mais pareil, vous trouverez assez facilement si vous tapez Louise Gano dans la barre de recherche. D'accord. Page. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je vais vous souhaiter merci une à bonne fin de vous. journée. Merci beaucoup de m'avoir interviewé et puis d'avoir pris le temps de me poser vos questions. Oui, c'était vraiment un plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Tiffaine Rago, dans les studios de Westrack Radio. À notre agenda culturel, je peux vous informer de la soirée de clôture de 6 années d'un été au Havre. Cela aura lieu le 17 septembre à partir de 19h. Toutes les œuvres seront éclairées spécifiquement et 9 fanfares venus des 4 coins de l'Europe, mais aussi du Pérou et du Brésil, nous feront déambuler de l'une à l'autre jusqu'à minuit. Donc rendez-vous le 17 septembre à partir de 19h dans les rues du Havre. Je vous souhaite un bon été, une bonne fin d'été et une bonne rentrée. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.